Merci Fabien. Bonjour François. Bonjour Eric. On va reprendre le sujet de l'IA et on va s'interroger sur cette question. Pourquoi la qualité des données, c'est la clé des projets d'IA réussis, performants et conformes? Parce que, parce que vous le savez, l'intelligence artificielle alors, a fait naître beaucoup d'enthousiasme dans les entreprises, mais aussi pas mal de doutes, de peurs, de frustrations et d'échecs. François va vous en parler dans quelques instants. Pourquoi? Parce que la grande majorité des projets d'IA aujourd'hui échouent à cause de données qui sont de mauvaise qualité, mal préparées, mal gouvernées, pas utilisables. Et en plus de cela, il y a une régulation européenne qui s'intensifie. Donc voilà, la qualité et la gouvernance des données, ça devient vraiment un enjeu stratégique et réglementaire. Et donc, pendant 30 minutes, l'idée, c'est qu'on fasse le point avec François Bataille d'Island Software sur ce sujet, en se demandant pourquoi l'IA ne peut rien sans des données fiables et bien gouvernées, comment éviter les pièges d'un projet d'IA en s'appuyant sur des outils de gestion documentaire et de fédération des données. Et puis, voilà, quelles solutions sont à votre disposition, à notre disposition pour offrir cette fameuse gouvernance plus robuste et enrichie à l'IA. Voilà pour l'intro. Alors François, je te laisse te présenter en quelques mots, présenter Island pour ceux qui ne connaissent pas, et puis répondre à cette première question. Pourquoi il y a autant de projets d'IA qui échouent aujourd'hui, malgré quand même des technologies qui sont de plus en plus puissantes? Il y a des études qui confirment ça, c'est pas des chiffres Absolument sortis du Eric. chapeau. Tout à fait, tout à fait. Merci Eric en tout cas de l'invitation. Donc moi je m'appelle François Bataille. Je suis dans l'équipe commerciale d'Island en France. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Island, on est une société américaine qui propose 3 produits phares dans le domaine de la gestion du contenu, notamment Alfresco et Nuxeo qui sont assez connus en France, assez utilisés dans pas mal de secteurs. Et effectivement, je te remercie de l'invitation d'aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger sur ce sujet. Qui est un sujet important. Et l'idée, c'est effectivement d'essayer de comprendre pourquoi beaucoup de projets d'IA ne réussissent pas assez, pas suffisamment, quelles sont les causes profondes et comment est-ce que Island peut aider à proposer des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Donc, je ne sais pas, Eric, est-ce que tu peux me confirmer que mon Oui, partage de documents fonctionne bien? c'est bon, on voit tes slides, donc il n'y a pas de problème. C'est c'est parfait. Donc, on peut démarrer si tu veux. Cette Le, première question, Cette première question, hein, c'est pas une pourquoi question tant? qui... Ouais, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche pas très bien? C'est vrai que les chiffres sont assez parlants. Il y a une étude, qui a été menée en 2023 par le Gartner sur plus de 500 sociétés de tailles assez différentes dans des secteurs variés, finance, services, industrie et cetera. Et cette étude, elle montre qu'en fait, il y a 85 des projets d'IA qui ne livrent pas les résultats attendus. Et pire encore, il y a 70 de ces projets qui vont, s'arrêter après la phase pilote. Donc on peut se poser la question de, pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien? Mais en fait, la raison, ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les algorithmes ou les technologies d'IA qui sont à remettre en cause, mais la principale raison, c'est la mauvaise qualité des données sur lesquelles, l'IA va s'appuyer. Et c'est peut-être évident ce que je vais dire, mais une IA, elle peut pas être plus intelligente que les données sur lesquelles elle s'appuie. La mauvaise qualité des données, c'est quelque chose qui coûte très cher aux entreprises. Il y a eu des études aussi qui ont montré qu'en moyenne, dans les grandes entreprises, ça leur coûtait 12 millions d'euros par an. C'est un coût qui s'explique par le temps passé à corriger des mauvaises informations, à rechercher des informations. C'est un coût qui s'explique aussi par le fait que parfois des décisions sont prises sur des mauvaises informations fournies par l'IA. Donc il y a des mauvaises décisions qui sont prises ou bien il y a des processus qui sont automatisés mais qui ne fonctionnent pas bien. Donc en fait, cette problématique de la mauvaise qualité des données, elle a un impact fort, pour les équipes et pour les entreprises et on constate que dans 80 des cas, en fait, les équipes passent plus de temps à corriger les données qu'à entraîner les modèles d'IA. Donc c'est un vrai souci parce qu'il y a une perte de temps qui est assez phénoménale. Et puis la 2e, explication principale à l'échec de ces projets d'IA, c'est le problème de gouvernance de l'information. Dans les grandes entreprises, il y a en moyenne 14 référentiels documentaires différents. Donc les données sont éparpillées partout.
Ça peut être dans des applications financières, RH, dans des SharePoint, dans des solutions de gestion documentaire. Mais finalement, les données sont un peu partout, donc on ne sait pas où aller les chercher et puis chaque système va avoir sa propre logique en termes de nommage de documents, en termes de gestion des métadonnées, en termes d'habilitation. Donc il n'y a pas de standard commun, il n'y a pas de gouvernance, unifiée et ça, c'est un vrai problème quand on veut mettre en place des solutions d'IA, parce que finalement la solution d'IA ne va pas savoir, où aller chercher l'information. L'information, elle n'est pas consolidée, elle n'est pas accessible simplement, elle est dispersée et ça va avoir un impact très, très fort sur les résultats de la solution d'IA. Ce problème de gouvernance, d'information, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qui est pas très traité en réalité aujourd'hui par les entreprises. Il y a seulement 14 des entreprises qui ont mis en place une vraie stratégie de gouvernance de l'information. Donc, essayer d'éviter ces silos documentaires et essayer d'avoir un accès un peu unifié à l'ensemble de la connaissance, en fait, qu'il y a dans l'entreprise. Donc c'est un chantier qui est assez sous-estimé, mais qui a un impact, réel, sur les résultats, quand on veut mettre en place des projets d'IA. Et la mauvaise nouvelle, pour finir un petit peu sur cette question, c'est que ça risque, si on fait rien, de pas s'améliorer. Ce problème de mauvaise qualité de données, de gouvernance d'information, qui manque. Parce qu'on sait très bien que dans les entreprises, les données explosent, le volume de données explose. C'est environ tous les 2 ans, ça double. Tous les 2 ans, le volume de données double. Donc il est vraiment important si on veut, avoir des projets IA qui vont être plus pertinents et qui vont apporter des résultats plus satisfaisants, il est important de s'intéresser à cette, question de la gouvernance de l'information. Alors, je rebondis sur tes propos, François, parce que Philippe nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait 5% seulement des entreprises qui avaient mis en place une gouvernance de l'IA. Là, toi, tes chiffres, c'est 14% qui ont mis en place une stratégie de gouvernance des Oui. données. Donc, Mmh. finalement, tout ça, c'est très, très peu, hein, on est d'accord. Très peu. Et puis, tu parlais aussi de cette fragmentation massive des données dans les entreprises, et tu disais les grandes entreprises, mais je crois qu'en fait, ça concerne toutes les entreprises, y compris les petites. On a tous des systèmes différents. Enfin, par exemple, ici, les données sont fragmentées dans différents systèmes. Évidemment, plus c'est grand, plus c'est fragmenté. Euh, et puis, par contre, il y a un chiffre vraiment, moi, qui m'étonne, c'est ce coût, là, estimé par Gartner, 12,9 millions de dollars par an. Ça me semble énorme, non? Ah oui, Après, c'est énorme, c'est énorme. C'est des coûts indirects aussi, hein. C'est le temps passé par les équipes pour corriger en fait, les problèmes de base qui sont que les données sont de mauvaise qualité ou alors pas accessibles du tout, hein. Il y a ça aussi comme souci, c'est que bien souvent la donnée, elle est là, elle est dans l'entreprise quelque part, mais on n'y a pas forcément accès et donc ça veut dire que derrière, il y a des coûts qui sont assez monumentaux, des coûts humains pour corriger les erreurs, manuellement qui ont pas pu être mises en place. Donc c'est vrai que c'est un coût assez important, mais heu, mais il est réel par rapport à tout ce que ça implique. alors justement, j'imagine que quand on parle des impacts concrets pour une entreprise, née de l'échec, d'un projet d'IA, il y a l'impact économique qui en fait partie, et il y en a d'autres. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas neutre, hein, c'est jamais neutre l'échec d'un projet informatique, bien évidemment et l'IA ne fait pas exception. Il va y avoir des conséquences, il va y avoir des conséquences économiques, bien évidemment, parce que ça coûte de l'argent de mettre en place une solution d'IA. Ça va coûter de l'argent au niveau de la solution, au niveau du logiciel, mais aussi au niveau de l'infrastructure. Ça coûte de l'argent aussi parce que les équipes sont mobilisées, bien évidemment, hein, donc il y a du temps de passer là-dessus. Donc au niveau économique, l'impact, il est évident. Mais il va y avoir aussi des impacts au niveau opérationnel et humain, parce que bien souvent, les gens sont contents, sont motivés, nouveau projet, d'IA en plus, ça donne envie. Mais voilà, c'est vrai que l'échec des projets, va jouer un petit peu sur le moral des troupes, aussi sur la confiance des équipes, et puis voilà, donc on peut avoir des gens qui sont démotivés, qui sont déçus, voire même dans certains cas des démissions. Donc il y a des impacts assez importants, quand les projets, vont dans le mur. Et puis, au-delà des, au-delà des projets qui vont dans le mur, il y a aussi un autre sujet, qu'il faut considérer, c'est l'aspect réglementaire. On va en parler un petit peu après, je pense, mais il y a des nouvelles réglementations qui arrivent avec, l'AI Act, qui a été validé l'année dernière, par l'Union européenne et c'est un vrai sujet à prendre en compte puisqu'il y a des pénalités financières assez importantes pour les entreprises qui ne sont pas conformes
à ces nouvelles règles. Donc faut avoir conscience de ça. Il va pas être possible, il va plus être possible de faire ce qu'on veut quand on veut mettre en place une solution d'IA, puisqu'il y a certaines réglementations qui arrivent. Donc il faut en tenir compte, il faut avoir ça, à l'esprit parce qu'il y a des pénalités qui sont, loin d'être négligeables. Ouais, mais justement, je pense qu'on peut faire le point un peu plus précisément sur l'IA Act parce que, je crois qu'on en entend parler tous. Moi, je ne me suis pas encore penché vraiment dans le vif du sujet. Donc en Ouais, termes de réglementation, quelles sont les choses à respecter et surtout, bah, alors ces ouais, sanctions, bien je sûr, veux bien bien que tu nous sûr. éclaires sur le sujet. Alors oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, l'AI Act, donc c'est une réglementation mondiale qui a été, validée en mars 2024. Les textes de loi sont passés, pour l'Union européenne. Donc l'Union européenne a décidé d'y adhérer et l'objectif, c'est de proposer aux entreprises de l'Union européenne, des garanties sur les choix d'IA, qui vont être faits. Donc l'idée, c'est que les solutions d'IA qui sont utilisées, dans les entreprises soient sûres, éthiques, transparentes et responsables. En fait, l'AI Act va, définir, différents niveaux de risque en fonction des données qui sont utilisées. Donc il y a une classification des IA à 3 niveaux. Il y a des risques qui sont inacceptables. Par exemple, tout ce qui est scoring social, donc là, c'est juste une interdiction pure et simple, des solutions d'IA. Il y a des risques qui sont élevés, c'est-à-dire quand on a des solutions d'IA qui vont toucher à des données de santé, à des données RH, à des données, en lien avec la justice, avec la finance, avec la sécurité publique. Donc là, il y a une très forte régulation pour ce type de risque. Et puis il y a des risques à un niveau un peu moindre, des risques limités ou minimaux, où les obligations sont un peu, moins importantes. Et en fait, en face de chacun de ces risques, il y a un certain nombre de normes qui vont rentrer, en vigueur à partir de cette année. Et ces normes, notamment, elles indiquent que les entreprises doivent être capables de justifier la qualité des données de l'IA. C'est-à-dire que les données sur lesquelles l'IA s'appuie, il faut prouver qu'elles sont réelles, il faut pouvoir dire d'où elles viennent. Il faut aussi apporter des réponses en termes de traçabilité et d'auditabilité. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Les outils d'IA ne peuvent pas s'appuyer sur des données qui sont dispersées ou avec des mauvaises informations parce qu'il y a un risque, et là on va y venir juste après, en termes de non-conformité, un risque financier assez important. Donc juste en termes de calendrier, ce que j'ai dit, c'est que le texte de loi avait été accepté, l'année dernière, au mois de mars. Et l'application, alors j'ai pas le détail, mais l'application de ces nouvelles normes, va démarrer à partir de 2025 et jusqu'en 2026. Ça va se faire progressivement. Et en termes de sanctions, les sanctions vont être évidemment, dépendantes, de la gravité de la non-conformité, on va dire, mais ça peut aller jusqu'à 7 du chiffre d'affaires, de l'entreprise au niveau mondial, pas au niveau du pays concerné, et jusqu'à 35 millions d'euros de pénalités. Donc on est quand même sur des pénalités qui sont pas négligeables. C'est un petit peu comme, tu te souviens, je pense, Eric, quand le RGPD était rentré en vigueur, il y avait aussi des Oui. des 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 risques financiers assez importants qui avaient fait peur à beaucoup d'entreprises. Et l'AI Act, on n'en parle pas trop, mais c'est en train d'arriver, en fait. Donc il faut bien avoir ça aussi en tête. Et en fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le choix d'une solution d'IA, c'est plus simplement un gadget, un luxe, un choix technologique pour se faire plaisir, en fait. C'est une vraie décision d'entreprise avec des impacts forts. Donc il faut, être vigilant là-dessus et faire les bons choix et surtout, préparer le terrain. On va en parler un peu après, mais préparer le terrain, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas se permettre de lancer une solution d'IA comme ça, si jamais les données sur lesquelles, on va s'appuyer sont déjà bien structurées, bien accessibles, bien conformes. Donc c'est un prérequis, avant de lancer des solutions, et des projets d'IA, tout simplement. OK, alors ça c'est pour la partie contexte. Donc pas d'IA ou pas de projet d'IA sans des données de qualité bien gouvernées, bien structurées. Une réglementation qu'il va falloir respecter parce que les sanctions sont comme effectivement, avec le RGPD assez énormes et ça Mmh. s'applique à partir de cette année donc? Oui À partir de cette 2025-2026? année, je crois que c'est à partir du mois de septembre qu'il va y avoir, les premières applications et ça va se faire de façon progressive. D'accord. Et donc alors, bah, comment Eland et les solutions, que vous développez, peut aider les entreprises justement à réussir, hein, à réussir enfin leur projet d'IA et à faire mentir les études? Mmh.
Bon, tout le challenge, hein, on en a parlé, pas mal, c'est de réussir à avoir des données qui soient de bonne qualité, qui soient bien structurées. La première réponse que nous on apporte, parce qu'il y en a 2 en réalité, et la première réponse, c'est quelque chose, qui est assez connu. Ça va être de dire que on peut utiliser avec Highland les outils Nuxeo et Alfresco comme, référentiel documentaire pour l'entreprise. Donc ça fait référence au problème dont j'ai parlé un petit peu avant, qui est de dire que on a des silos documentaires, partout dans l'entreprise. On ne sait pas où trouver l'information. Elle peut être dupliquée même. Donc l'idée, c'est de dire qu'une solution comme Nuxeo ou Alfresco peut se positionner au cœur de l'entreprise et est capable de gérer l'intégralité des documents, quel que soit leur format, quelle que soit leur, connotation de métier. Donc on va pouvoir gérer intelligemment dans une plateforme comme Nuxeo ou Alfresco, l'ensemble des documents de l'entreprise et remplacer petit à petit ces silos documentaires. Donc ça va permettre d'avoir un patrimoine documentaire structuré qui va respecter, évidemment les règles d'habilitation d'accès aux documents en fonction des profils des gens, en fonction des droits, qu'ils ont sur les différents documents. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a 2 solutions Nuxeo et Alfresco, différentes? En fait, les solutions sont assez proches en termes de philosophie. 2 solutions de gestion de contenu open source. Toutes les 2, il y a des petites différences au niveau fonctionnel, au niveau technique, donc on va être capable en fonction du besoin, en fonction du contexte, en fonction du secteur, en fonction de considérations aussi, techniques sur l'infrastructure, sur les environnements, de voir quelle est la bonne solution qu'on peut proposer entre Nuxeo, et Alfresco. Mais on va retrouver un petit peu la même philosophie, comme je le disais. Donc les deux solutions, peuvent être utilisées comme vraiment référentiel documentaire d'entreprise à l'échelle globale, et on va pouvoir avec ces solutions vraiment, agréger, unifier et classer les contenus autour de métadonnées standardisées avec des nomenclatures, standardisées aussi pour le nommage des documents, par exemple, ce qui va beaucoup aider pour la recherche et le traitement, automatisé des documents. Je reviens aussi sur un point qui est important, c'est le côté habilitation. Pour l'IA, c'est très important. Avec Nuxeo et avec Alfresco, on est capable de gérer de façon fine les habilitations, de définir des profils, des droits en fonction des documents, en fonction des dossiers, en fonction des métadonnées, et cetera, et cetera, et de communiquer en fait à une IA, non seulement l'ensemble des documents, mais aussi ses règles d'accès aux documents pour être sûr que tout ne va pas être diffusé. Il y a une crainte, hein, on n'en parle pas trop, mais il y a quand même une crainte au niveau des responsables d'entreprise, c'est de dire que c'est bien de mettre en place une solution d'IA, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui me garantit qu'en fait tout le monde ne va pas voir des documents, qui ne doivent pas voir? On n'a pas envie, et les patrons d'entreprise, n'ont pas envie que des documents RH soient diffusés, des documents sur des salaires, sur des contrats de travail, ce genre de choses. Donc il faut avoir là aussi, il faut être vigilant, il faut avoir des solutions qui vont garantir que les données et les documents auxquels l'IA va accéder vont être quand même contrôlés et vont bien respecter les habilitations de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose, sur lequel, Nuxeo et Alfresco sont tout à fait capables de répondre de façon native. Il y a aussi, je continue un petit peu là-dessus, quelque chose de très important. On en a parlé de l'AI Act et et en fait, des réglementations qui vont, demander de justifier d'où proviennent les données et qui vont demander aussi des outils de traçabilité et d'audit sur les documents. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de natif au niveau de Nuxeo, au niveau d'Alfresco. On peut tracer tout ce qui est fait, qui a eu accès à quel document, quel jour, à quelle heure, pour faire quoi, quelles sont les modifications apportées. Donc tout ça, c'est tracé, c'est audité, c'est disponible et donc ça répond à cette, à cette partie de la réglementation de l'AI Act. Alors, en fait, je viens de dire ça, mais il y a d'autres solutions qui font ça sur le marché. Il y a d'autres solutions qui vont dire: «Mais nous aussi, on peut le faire ça, il y a pas de problème». Donc c'est quoi finalement la différence entre Nuxeo, Alfresco et puis le reste du monde? Eh ben, c'est le côté open source qui fait la différence. C'est un point important. Je je pense je pense que les gens savent ce que c'est, mais je vais juste passer une petite minute là-dessus, ça me paraît important parce que c'est une vraie différence. Nuxeo et Alfresco, ce sont les seules solutions de gestion de contenu open source du marché. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code est accessible, ce qui va permettre beaucoup plus de transparence. C'est pas une boîte noire comme d'autres solutions, peuvent l'être. Donc tout est disponible, accessible. Les développeurs, les équipes techniques peuvent avoir accès au code, modifier, faire évoluer la solution s'ils le souhaitent. Donc c'est une très grosse différence et ça a un gros intérêt aussi,
c'est que ça veut dire que tout le monde peut participer à l'évolution du produit. Donc évidemment, ça va être contrôlé, hein, Highland va garder la main sur la roadmap, mais ce côté open source permet d'aller beaucoup plus vite dans les évolutions de la solution, dans les améliorations, dans les développements de modules complémentaires. Donc voilà, je voulais juste insister un petit peu là-dessus. Et puis enfin, le côté open source veut dire aussi qu'il y a une communauté qui est assez active, qui permet de répondre à des questions, d'avoir des bonnes idées, etc., etc. On a des cas concrets, hein, que ce soit sur Nuxeo, par exemple, on a une grande banque européenne qui a mis en place la solution au niveau global, notamment pour gérer les contrats clients. Et il y a des résultats qui sont assez importants, avec 40% de temps de recherche gagné pour la gestion de ces contrats et pour la détection de risques au niveau des contrats. Puis on peut citer un autre client pour Alfresco dans le domaine de la santé qui a mis en place Alfresco pour la gestion des dossiers patients. Et ça a permis d'être conforme notamment à des réglementations RGPD. Et puis le tout dernier point là-dessus, c'est ce qui fait la différence aussi, c'est le côté scalabilité. Tout le monde en parle, mais bon, Nuxeo est capable, en termes de volumétrie documentaire, de gérer plus de 10 milliards de documents. 10 milliards de documents. Je pense qu'il y a très peu de solutions du marché qui sont capables de traiter une volumétrie aussi importante. Donc ça aussi, c'est une différence par rapport à d'autres solutions qu'on connaît sur le marché. Voilà ce que je pouvais dire comme première approche. Bah, ça, c'est une première approche, l'approche, on va dire, traditionnelle, référentiel documentaire, unique, Absolument. centralisation, et cetera. Mais il y a une autre approche possible. Il y a une autre approche possible, absolument. Je vais vous en parler maintenant. C'est une plateforme innovante qu'on est en train de construire, qu'on a démarré l'année dernière, qui est vraiment le gros focus de notre côté en termes de R&D, qui s'appelle CIC, Content Innovation Cloud. Et en fait, le principe, alors, tout ce que je vous ai dit avant, ça, faut pas l'oublier, mais avec CIC, ça va être une approche totalement différente. C'est une philosophie totalement différente. Le constat, au départ, il est le même. Le constat, il est de dire, vos documents, vos données, elles sont dispersées dans des référentiels documentaires très variés et c'est plus possible. La solution CIC, l'idée, c'est de dire, gardez vos solutions actuelles, vous gardez vos GED actuels, vos référentiels documentaires actuels, vous les migrerez plus tard, quand ce sera le bon moment pour vous. Il n'y a pas d'obligation de migrer. Vous pouvez tout garder. Et en fait, la plateforme CIC va s'appuyer, déjà de base, sur une couche de fédération de contenu. Donc, elle va aller chercher le document là où il se trouve. L'idée, c'est ça. La donnée, le document, le processus, l'information se trouve dans plein de silos documentaires différents. CIC a pour objectif d'avoir cette couche de fédération de contenu qui va aller chercher l'information là où elle est. Et puis, au-dessus de CIC, eh bien, on va avoir toute une couche avec des agents qui intègrent de l'IA, qui vont permettre de proposer une interface unifiée pour gérer le contenu, les processus et les applications qui sont dans ces référentiels documentaires. Donc, c'est ça le principe, c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, vous n'êtes pas obligé de migrer tout de suite. Vous pouvez le faire. Si vous êtes encore sous contrat pendant 1 an et demi, 2 ans avec tel ou tel éditeur, si vous avez une solution SharePoint qui est disponible jusqu'en décembre 2026, je dis n'importe quoi, eh bien, pas de problème. Vous continuez à l'utiliser, vous pouvez plugger CIC dessus. CIC va faire des requêtes sur l'ensemble des référentiels documentaires. Et puis, quand ce sera le bon moment pour vos équipes techniques ou pour l'entreprise en général, vous ferez les migrations progressivement. Mais c'est vraiment une approche différente. Donc si on parle un petit peu des fonctionnalités de la plateforme, CIC, elle propose notamment, de l'analyse sémantique pour extraire les informations comme des contrats, enfin l'ensemble des informations qui sont dans les référentiels documentaires. Elle va aussi offrir des chatbots intelligents, donc vous allez pouvoir poser des questions en langage naturel, sur, des données, par exemple des documents, sur des contrats, sur ce que vous voulez, sur des processus métiers. Donc vous allez avoir cette interface unifiée, encore une fois, avec la possibilité de poser des questions en langage naturel et puis derrière ça va aller chercher les informations dans les référentiels d'informations qui sont dans votre entreprise. On peut aussi parler de la partie automatisation de processus, donc il y a toute une couche de BPM, basée, avec évidemment de l'IA, hein. Donc l'idée, c'est d'être capable de modéliser, des processus métiers et de les rendre automatiques. Et puis, il y a aussi toute une couche de classification et d'indexation automatique des documents, sans intervention humaine, avec de l'analyse, assez poussée, encore une fois, avec beaucoup d'IA, pour, rendre des documents, non structurés, structurés. Donc, c'est un petit peu ça,
un peu ça les modules principaux de CI/CD. Voilà, Donc, donc si on résume, pas besoin de tout migrer. Déjà, c'est la base, et puis ensuite, ça permet de bien structurer. exactement, c'est exactement ça. Et la différence, c'est ce que tu viens de dire, Eric, c'est vraiment cette approche où on n'a pas besoin de tout migrer. On sait que des projets de migration, ça prend des mois, ça prend des années. Donc là, l'approche est différente. Et puis, les projets de migration, bien souvent, on ne sait pas par où commencer, en fait. On a envie d'y aller, mais on ne sait pas par où commencer. Il y a trop de choses, il y a trop de choses différentes. Donc là, l'idée est vraiment différente de ce qu'on connaît, habituellement. Alors, c'est une plateforme, juste précision importante, sur laquelle on travaille énormément. Tout n'est pas disponible aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir, vraiment couvrir un maximum de référentiels documentaires différents. Ça prend du temps, mais elle est en cours de construction et elle est déjà disponible par rapport à un certain nombre d'outils, notamment. Je vous parlais de SharePoint. Donc il y a déjà des choses qui existent et on investit beaucoup là-dessus pour pouvoir couvrir un maximum de référentiels documentaires différents. Et certaines entreprises l'ont déjà déployé avec Tout des à fait. gains, des Oui, tout à fait. On a ouais. des entreprises qui l'ont déployé avec des gains, qui sont pas encore quantifiés de façon précise aujourd'hui parce que la plateforme est nouvelle. Mais on voit, alors notamment aux États-Unis, il faut reconnaître, les États-Unis, ils ont pas peur d'y aller. On a beaucoup de clients aux États-Unis qui ont choisi la plateforme CIC et qui l'ont implémentée et qui commencent à avoir des vrais retours, sur investissement. En France, on est toujours un petit peu plus prudent, mais on a beaucoup de clients qui sont en train de tester, qui ont lancé des phases pilotes pour pouvoir voir un peu ce que la solution permet de couvrir. Alors, dernière question, comment Highland accompagne les entreprises qui voudraient se lancer dans un projet, qui voudraient aller plus loin, et puis, donc commencer par la fondation, c'est-à-dire, avoir des données de bonne qualité? Oui, alors oui, là, on a parlé des outils, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, on se pose la question de comment on fait pour avancer. Donc nous, Highland, on est une entreprise qui a quasiment 4 000 employés dans le monde. On est représenté dans pas mal de pays, notamment en France. Donc on a des équipes qui sont en mesure d'accompagner, des clients qui se poseraient des questions. Déjà, il faut commencer par le début, c'est faire une petite analyse, des documents, de l'état des documents, qu'est-ce qui existe, où c'est traité, quels sont les outils mis en place. Donc toute cette phase d'analyse, on peut la faire nous-mêmes ou avec des partenaires, hein. On a un réseau aussi de partenaires, assez important en France, donc on peut accompagner les entreprises qui veulent avancer, pour faire une première phase d'audit, de conseil. Et puis ensuite, on a des capacités aussi de proposer, comme, je l'évoquais un petit peu, des POC, des pilotes sur la plateforme CI/CD ou sur Nuxeo ou Alfresco. Donc on est capable sur un périmètre qu'on peut définir ensemble, de lancer des initiatives et d'accompagner, des entreprises qui voudraient aller un petit peu plus loin et puis tester nos solutions. Il y a pas de problème, on sait faire ça. Parfait. Alors, je vois que Marielle a répondu dans le chat aux quelques questions qui étaient en cours. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de te poser la même question que j'ai posée à Philippe, tout à l'heure sur ce côté tabou et complexe, que font pas mal d'entreprises vis-à-vis de l'IA. Chacun qui l'utilise dans son coin, qui paye même son abonnement, et cetera. Et une fois finalement qu'on a posé le socle technique et centralisé les données, qu'on les a, structurées, et cetera, est-ce que tu enfin, je ne sais pas, quel est ton avis sur ce sujet? Ce côté un peu Mmh. l'IA tabou, l'IA on y va, mais Ouais. à moitié, Tu sais, moi, ça me fait un peu penser à l'après-covid et au changement, au passage en mode remote, le changement d'habitude. En fait, pour moi, l'arrivée de l'IA, c'est un vrai changement au niveau de nos habitudes de travail. En tout cas, je parle pour moi, parce que je l'utilise beaucoup et je pense que c'était un petit peu la même chose. Après le covid, ça s'est démocratisé un petit peu ce mode de travail hybride en remote et il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui ont envie d'y aller, il y a des gens qui ont pas envie d'y aller et il y a beaucoup de craintes là-dessus aussi. Donc c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y a un cadre. Donc on l'a dit, il y a la Act qui arrive, ça commence à être encadré, c'est une bonne chose. Je pense que les entreprises, il faut aussi qu'elles donnent des directives et qu'elles soient très claires par rapport à ça. C'est un petit peu ce que j'ai vu aussi dans la présentation précédente. Parce que sinon, on arrive dans des et c'est ce que tu disais également, dans des situations où chacun va faire son petit choix de son côté et puis finalement, il y a pas de partage de bonnes pratiques
Et puis il y en a qui vont être avantagés, d'autres qui vont être désavantagés finalement, parce qu'ils ont pas les mêmes outils. Donc moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que les entreprises soient claires, communiquent les règles de l'entreprise et puis après, c'est aussi à chacun de partager les bonnes pratiques, de faire des retours d'expérience et de montrer, ce que les outils permettent de faire. Parce que je pense que les outils d'IA permettent vraiment d'aider au quotidien, mais il faut savoir comment les utiliser et pour ça, il faut avant tout que l'entreprise donne les directives. Exactement, j'en suis convaincu aussi. Bah, écoute, merci François pour toutes ces explications, cette présentation de ces solutions et puis de ces explications autour de l'échec de la majorité des projets d'IA. Avec On plaisir, garde un Eric. œil donc sur le déploiement ou en tout cas la communication autour de CIC, donc Oui, qui j'imagine va s'intensifier dans le courant de l'année. c'est l'idée, Bah voilà. effectivement. Merci Très bien. et puis on va passer à un autre sujet maintenant qui est les braques numériques. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.